Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. Déjà la dernière de cette année 2023, une vidéo bilan de l'année sportive, de l'année aussi sur la chaîne. On parlera plein de choses, vous allez voir. Vidéo spéciale parce que voilà, je suis rentré chez moi dans le sud pour les fêtes et je me suis dit, comme j'ai plus mon décor habituel, prenons quelque chose d'original. Je me suis mis en garrigue, j'espère qu'au niveau du son, au niveau du vent, au niveau de la lumière, ça va. Il fait un peu froid, donc j'ai la veste, j'essaierai de l'enlever, mais c'est compliqué. J'ai peut-être des gants aussi à rajouter. J'espère que ça va pour vous. Installez-vous, vidéo un peu particulière, plus longue. Je ne sais d'ailleurs pas quel temps elle va faire. J'ai plusieurs choses à vous dire. C'est moins écrit que d'habitude, c'est plus spontané. J'ai ma petite feuille, quelques points à vous donner. On va séparer en 6 parties cette vidéo. Vous verrez, il y aura sûrement les timecodes en bas si une partie vous intéresse plus qu'une autre. Bilan 2023 sur la chaîne, sur le perso, sur la F1. C'est parti, dans la garrigue. Allez, j'ai tenté d'enlever la veste, on va y aller. Premier thème de cette vidéo, le côté un peu plus perso, mon année 2023. Alors évidemment, je ne vais pas vous raconter les détails de ma vie que j'ai pas envie de partager, mais voilà, simplement dire que je pense que c'était ma meilleure année. Voilà, c'est aussi logique avec le fait que je grandis, j'ai plus d'expérience personnelle, je vis plus de choses, plus de responsabilités, je fais plus de choses forcément, mais évidemment, ce qui fait que c'est aussi riche de mon côté, c'est évidemment mon taf, Canal, évidemment ce sera un sujet qu'on abordera, et la chaîne, en termes d'épanouissement, de choses que je fais et des expériences que j'ai vécues cette année 2023, c'est encore meilleur que 2022 qui elle-même était meilleure que 2021 je trouve, donc sincèrement d'année en année, c'est génial, j'ai l'impression d'évoluer, de vivre de plus en plus de choses folles. Franchement, ça a été une année extrêmement remplie. Là, je me repose depuis quelques jours, enfin, j'ai envie de dire, mais vous l'avez vu sûrement avec les 10 bilans de fin de saison que j'ai eu un peu plus de mal que d'habitude à sortir. Le rythme a été extrêmement tendu, ça m'a pas mal épuisé, notamment sur la fin. Voilà, c'est la conséquence notamment de 22 Grands Prix. Ça va être un des thèmes évidemment qu'on abordera dans cette vidéo. Mais voilà, il y a un gros rythme, il y a un travail à côté avec Canal+, il y a toutes les vidéos. J'ai pas lâché le rythme et ça, j'en suis assez fier. Donc concrètement, ça fait qu'à la fin de l'année, il s'est passé beaucoup de choses, mais je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde dans son domaine. Voilà, on est un peu épuisé quand arrivent ces fêtes de décembre. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi en 2023? Eh bien, plein de choses. La première partie, la plus grosse peut-être, au dehors de la chaîne dont on parlera plus spécifiquement, c'est mon travail à côté qui est Canal+. Je travaille au service digital de Canal+, axé côté sport mécanique, donc la F1 mais aussi la moto. Il y a toute la partie qui est visible, les quelques lives qu'on a pu faire avec Lucas cette année, on a relancé en quelque sorte la chaîne Twitch de Canal+ Sport. Il y a aussi eu les émissions, les apparitions que j'ai pu faire à droite à gauche, que ce soit Infosport ou en février dernier, peut-être l'un des meilleurs trucs que j'ai fait cette année, une émission de plateau, 1h30 en direct sur Canal avec Margot Lafitte, Pauline Sanzé, Jean-Louis Moncé et notre ami Lucas Parlefin. Ça, si on m'avait dit que je ferais ne serait-ce qu'une fois ça, une fois dans ma vie, bah, j'aurais signé, j'aurais dit c'est gagné. Et je l'ai fait cette saison en 2023, c'était déjà il y a tellement longtemps qu'on l'a un peu oublié, mais rien que ça en soi, c'est une folie. Il y a évidemment les contenus que je peux faire avec Canal, que ce soit notamment sur le compte Insta, Canal+ F1, allez suivre ça, que ce soit sur YouTube, etc. Plein de choses avec Canal. Pour vous décrire un peu ce que je fais au quotidien, qui ne se voit pas ou j'apparais pas en tout cas, c'est qu'avec d'autres collègues, on est au moins 2-3 à chaque fois sur les Grands Prix, on publie tous les contenus que vous pouvez voir de F1 de Canal sur tous les réseaux. Dès que vous voyez un tweet, dès que vous voyez quelque chose sur Instagram, je suis derrière avec mes collègues qui bossent dessus le week-end. Donc voilà, les posts Insta, les TikTok, etc. C'est toute cette équipe Digital Sport Méca dont je fais partie qui travaille là-dessus. Donc c'est un taf vraiment quotidien que d'alimenter des réseaux sociaux, surtout d'une marque aussi grande, avec un produit aussi fort que la F1 qui bouge en permanence avec une demande du public. Donc voilà, je ne sais pas si tout le monde était au point avec ça, mais ça c'est la partie un peu qu'est-ce que je fais à côté de YouTube, mon taf, quoi, mon vrai taf. Évidemment, le point fort peut-être de l'année aussi, c'est le Grand Prix de Monaco. C'était les 10 ans de la F1 sur Canal qu'on fêtait là-bas, donc j'ai pu m'y rendre avec une petite partie de l'équipe digitale et on a vu des trucs de dingue. Bah, déjà, le Grand Prix de Monaco, le circuit, les pilotes, le paddock. J'avais fait une vidéo, même on peut voir les trucs qui sont sortis sur Canal. C'était une folie absolue quand je me replonge dans mes photos de l'année pour faire quelques bilans, quelques réels, etc. C'est dingue, tout ce que j'ai vu là-bas. J'ai interviewé Felipe Massa, et voilà, je sais même pas dire tout ce qui s'est passé. Il y a un petit réel là-dessus sur mon compte Insta qui exprime un petit peu tout. C'était de la folie pure, quoi. Monaco, quoi. J'ai fait le Grand Prix de Monaco. Si on m'avait dit que je le ferais une fois dans ma vie, ça aussi j'aurais dit c'est gagné. C'est un des 3 trucs que je veux faire le plus. Voilà, je l'ai fait cette année en 2023. C'est une folie.
Et puis avec Canal, surtout cette saison en termes de voyage, il y a eu le MotoGP. Et oui, ça y est, j'adore le MotoGP depuis plusieurs années, j'en ai jamais vraiment parlé ici. Et cette saison, j'ai eu l'occasion de participer à Team Zarco. J'espère que vous avez vu les épisodes, ils sont toujours dans la description de toutes les vidéos. On a suivi cette saison avec ma collègue Elsa, le pilote de MotoGP Pramac, Johan Zarco. C'était dingue, le projet à la base, c'est on a 2 iPhones, on le suit, on est arrivé au premier Grand Prix au Portugal. On ne savait pas trop comment ça allait se passer. Au final, on a développé un vrai truc, une vraie relation aussi avec Johan, qui a fini par gagner cette course en Australie. Évidemment, on n'y était pas pour des raisons logistiques, mais voilà, de l'avoir vu gagner, d'avoir vu tout ça, c'est assez exceptionnel. J'ai fait cette saison 6 Grands Prix de moto, Barcelone, Le Mans évidemment, le Mugello, Silverstone, le Portugal en début de saison et Valence. Voilà, ça a été une folie absolue de vivre aussi près un sport aussi dingue. Sincèrement, même si ici on parle surtout de Formule 1, peut-être vous n'êtes pas fan de moto, allez voir des Grands Prix moto, parce que autant la F1 évidemment nous prend en tripes et est choquante, la moto est violente et brutale. Voir ces mecs passer, parce qu'en plus on les voit vraiment agripper sur cette machine du diable dans des virages à 300 à l'heure, c'est n'importe quoi. Les quelques fois où je vais en bord de piste voir les motos, j'ai parfois même un peu peur quand elles arrivent, elles font un bruit monumental. C'est vraiment impressionnant. Allez voir de la moto, allez voir Team Zarco aussi. Franchement, je pourrais faire une vidéo entière sur ma saison de MotoGP, les 6 Grands Prix que j'ai fait, le paddock, le décor, les garages, les accès aussi fous que j'ai eu grâce à Canal, etc. Voilà, le MotoGP c'est dingue, j'en parle jamais ici, je souhaiterais le faire, je sais pas si c'est le bon endroit. Voilà, MotoGP évidemment ça a été un des gros trucs phares de mon année 2023, clairement. Je ne sais pas si en 2024 je retournerai sur des Grands Prix de moto, je ne sais pas s'il y aura une saison 2 de Team Zarco, pour l'instant c'est des choses encore en discussion, on verra. J'aimerais énormément, et forcément parce que c'est dingue d'être aussi proche, d'être aussi avec toute l'équipe Canal au quotidien qui prépare ces Grands Prix, qui anime, etc. Les Jules de Ramble, les Pauline Sanzay, Laurent Régal, voir comment ils travaillent de près, moi qui rêve de faire comme eux, quoi. C'est dingue de pouvoir voir ça, quoi. Donc j'espère vraiment qu'il y aura une saison 2. Après en perso cette saison j'ai été aussi voir un autre Grand Prix de Formule 1, Zandvoort, un décor assez atypique, j'ai eu les places grâce à Hideout, mon partenaire, vous savez, je vous en parlais, on n'est plus en partenariat aujourd'hui, donc la vidéo n'est pas sponsorisée. Peut-être qu'on le redeviendra l'an prochain, parce que franchement, c'était mon premier et mon unique partenariat aussi, ça a marqué mon année 2023, j'en avais jamais fait avant, et ça a été génial, à la fois pour évidemment ce que ça m'a apporté, financièrement, c'est vrai, mais surtout sur le côté échange, partage, j'ai pu offrir des places à des abonnés, j'ai pu en donner à quelques amis, à de la famille, j'ai pu aller moi-même du coup à Zandvoort, dans une excellente tribune, un circuit petit, atypique, anachronique même, sur un bout de plage où les places se sont vendues en 10 minutes parce que là-bas tout le monde est fan de Verstappen. J'avais fait un vlog évidemment que je vous invite à aller revoir. Zandvoort, ça a été évidemment un des temps forts de mon année et j'espère l'an prochain que je ferai des Grands Prix, je vous en parlerai dans la dernière partie de cette vidéo. Voilà, Zandvoort c'est dingue, allez-y, et c'était atypique, je pensais pas pouvoir faire peut-être Zandvoort et Monaco, les 2 Grands Prix peut-être les plus durs à accéder du calendrier, en tout cas en Europe, je les ai fait cette saison et franchement c'est 2 expériences que j'oublierai jamais, c'est dingue. Moi qui rêvais il y a quelques années de voir un Grand Prix de Formule 1, de voir des Formule 1, voilà, j'ai fait 2 Grands Prix cette année, c'est jamais négligeable. Et puis comment ne pas parler du trophée Andros que j'ai fait là il y a 2 semaines maintenant, je sais pas si tout le monde est au courant parce que j'en ai parlé finalement quasiment que sur Instagram, avec Canal et avec le trophée Andros, j'ai pu participer à l'Andros Battle, la bataille, le championnat des influenceurs, même si c'est un terme qui recouvre plein de choses et je suis pas forcément d'accord. Il veut dire ce qu'il veut dire, voilà, je suis un créateur de contenu, on peut ranger ça dans la même case plus ou moins. Voilà, j'ai pu conduire sur les petites voitures du trophée Andros, les petites électriques, c'était dingue, c'est ma première expérience en tant que pilote entre guillemets, j'avais jamais rien conduit d'autre qu'un karting 2 fois par an 10 minutes. Donc c'était complètement fou, je me suis qualifié pour la finale qui aura lieu à Superbest le 27 janvier. Il y aura un vlog sur l'étape d'Andorre que j'ai fait il y a quelques semaines qui va sortir sur la chaîne YouTube de Canal en janvier. Voilà, c'est un régal absolu, je n'ai même pas de mots, rien que ça en soi, ça suffisait tout seul à me faire mon année de conduire ces petites voitures sur la glace. Voilà, j'espère que vous vous régalerez à travers le vlog. En tout cas, voilà, il y a la finale le 27, je me prépare tous les jours, je prends la voiture, je vais drifter en campagne et j'espère que je vais faire le podium. On vise le podium pour cette finale. Voilà, je pense qu'il y aura des gens plus forts que moi, qui ont plus d'expérience, mais le podium au moins. Voilà, j'espère que vous suivrez ça, c'est accessible en dispo, gratuit sur le site du trophée. Donc voilà, plein de choses cette saison, évidemment les rencontres avec tous ceux d'entre vous que j'ai pu croiser, les choses que j'ai pu faire à droite à gauche que je mentionne pas ici parce qu'il s'est passé évidemment tellement de choses et cette première partie est déjà peut-être un peu longue. Bref, voilà, simplement une petite intro pour dire que cette année a été géniale et que voilà, comme je le dis, chaque année ça augmente. Je sais pas ce que 2024 me réserve, j'ai l'impression que 2023 ne pourra pas être dépassé après tout ce que je viens de vous dire, la MotoGP, Zarco, Monaco, le trophée Andros, l'émission avec Jean-Louis Moncé, enfin...
Voilà, mais je me disais pareil de 2022 par rapport à 2023. Donc voilà, que l'avenir nous réserve-t-il, on le verra. Dans tous les cas, déjà, tout ce qu'on a pu faire jusque-là est déjà absolument incroyable et j'en demandais pas tant, j'en espérais pas tant. Allez, deuxième partie de cette vidéo, on va parler un peu plus de la chaîne. Alors vous m'excuserez, j'ai mis les gants, mais il commence vraiment à faire un petit peu trop froid. On a beau être dans le sud, c'est un peu compliqué, c'est l'hiver, c'est normal. La chaîne, donc cette saison, 103 vidéos avec celle-ci, c'était 106 l'an dernier. Donc je reste plus ou moins dans les mêmes eaux. Ça fait 2 vidéos par semaine, malgré les moments où la F1 ne roule pas, malgré le travail à côté, malgré les déplacements aussi cette saison. Et ça, à ce rythme-là, j'en suis hyper fier d'avoir pu continuer à faire autant de vidéos, malgré tout ce qui a pu se remplir dans mon calendrier à côté. C'est une fierté, c'est vraiment ce que je souhaitais faire. Je voulais pas du tout lâcher la chaîne. Ça demande du temps, ça demande des sacrifices, notamment moi ce qui me prend le plus de temps c'est l'écriture des vidéos. Voilà, forcément je me retrouve à faire des fois des tournages chez moi dans mon salon parce que je tourne chez moi, je monte tout seul les vidéos, je fais les miniatures moi-même, je fais tout de A à Z, personne d'autre ne m'aide parce que j'ai pas les moyens de payer quelqu'un pour faire tout ça. Et ben voilà, ça fait des sacrifices. Des fois à 1h du matin j'allume la caméra, je finis les montages à 3h, mais quel pied quoi, surtout les week-ends c'est chargé avec des prix, les pré-prix qu'on a rajoutés aussi cette saison et que j'aimerais faire plus souvent l'an prochain quand les courses s'y prêtent. Les week-ends, je prends une dose de fatigue et de stress, hein, de tout ça énorme, mais en même temps, quel pied quoi. Moi, je veux vivre de ça, je veux vivre le sport et le faire vivre. Donc, ces week-ends-là me permettent quelque part de réaliser ça, à la fois sur la chaîne et sur Canal, donc c'est dingue. Pour donner un petit peu d'autres chiffres, on a pris 12 000 abonnés sur la chaîne, on est à 67 000, on devait donc être à 55 000 il y a un an. Je prends environ 1000 abonnés par mois, mais c'est à peu près irrégulier. J'en prends moins qu'à une certaine époque, c'est un sujet sur lequel on va venir évidemment. 3,5 millions de vues cumulées, alors un chiffre qui veut un peu tout et rien dire, mais quand même quand on se pose et qu'on se dit 3,5 millions en un an, c'est n'importe quoi. Bref, tout ça pour dire que je suis ultra content, et surtout je suis content que la chaîne soit devenue un petit bonbon, un petit plaisir. Maintenant que j'ai d'autres choses à côté, je la vois un peu différemment. C'est un petit peu une bulle d'expression qui est un peu inespérée. Enfin, je veux dire, je parle, j'ai un avis, je le formalise, je le sors en vidéo. Plein de gens, entre 20 et 30 000 selon les vidéos, regardent la vidéo. 200, 300 commentent et on échange. Et je veux dire, on est peu à pouvoir exprimer son avis et avoir autant de vues sur cet avis et de retours. Donc ça, moi vraiment, c'est comme ça que je le vois, c'est une chance inouïe d'avoir un avis, d'avoir envie de parler de Formule 1 et de trouver finalement autant d'écho grâce à vous. Donc ça, sincèrement, je vous remercierai jamais assez. C'est un privilège. Et aussi pour compléter sur la partie un peu chiffre, oui, aujourd'hui, voilà, je vis de la chaîne YouTube. Ça fluctue de mois en mois, mais voilà, j'arrive à sortir ce qui pourrait être considéré comme un salaire. On peut arrondir sur quelque chose qui est autour du SMIC, avant l'URSSAF qui vient chercher 22% et avant les impôts évidemment, mais voilà, aujourd'hui la chaîne m'apporte un revenu qui franchement est génial et ça encore une fois c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé à la base. Puisqu'on est sur la chaîne, voilà, j'ai envie de faire un petit point un peu sur qu'est-ce qu'est la chaîne à mes yeux, comment je la vois, parce que quand on clique sur une vidéo YouTube comme ça, on n'a pas toujours la DA que pense le créateur de contenu derrière. La chaîne, il faut le dire, elle a une patte particulière. Si on regarde les vidéos de Despiello, de Lucas, de plein d'autres qui font du contenu, de Jérémy de F1 La Loupe, c'est différent et en même temps je trouve ça génial parce que personne ne parle de Formule 1 de la même manière, j'ai ma manière, donc ça franchement c'est cool. Le truc qui fait l'ADN de ma chaîne, c'est le ton, l'écriture. Voilà, c'est un peu parfois scolaire, mais c'est ce qui fait quelque part que je me différencie. Moi, c'est ma manière de parler de Formule 1, je n'arriverai pas vraiment à faire autrement. Alors du coup, le point un peu négatif, et je l'ai un peu pris de plein fouet cette saison, on peut dire, c'est que clairement, ce ton, cette manière de faire des vidéos, face cam, posé, peu de folie, écriture, photo, montage assez sobre, ton journalistique finalement, bah ça me met un peu en décalage avec cette ère du fast, du clic, de forcer un peu les traits. Moi j'ai un peu plus de mal à le faire. Moi, chez moi sur la chaîne, le fond est largement plus important et valorisé que la forme. Et j'y travaille beaucoup plus. Ce qui est, voilà, je le redis, en décalage, je pense, un peu avec l'époque. Donc je pense que d'un côté, ça m'empêche d'aller chercher une croissance d'abonnés plus importante, des vues plus importantes. Mais quelque part, vu que c'est pas la première chose que je recherche avec cette chaîne, ce n'est ni une source de frustration, ni un problème. Donc ça va, simplement, je le remarque et parfois, je me dis peut-être que la chaîne a un aspect un peu vieillot, un peu vieux jeu, un peu trop classique, un peu trop rangé, surtout en comparaison des tonnes de contenu qu'on peut voir maintenant sur la F1, sur les différents réseaux. TikTok s'est rajouté cette saison et produit des choses absolument incroyables. Voilà, la chaîne, elle est parfois un peu vieillotte, mais j'ai envie de réaffirmer que voilà, c'est finalement mon ADN, c'est ma manière de faire. À la fois, ça peut me bloquer
s'inscrit peut-être dans une certaine expansion, mais d'un autre côté aussi je pense que, vous me direz, que c'est ce qui fait qu'une certaine base, un certain socle reste. C'est la chaîne telle qu'elle est, j'en suis extrêmement fier. Elle a ses défauts, elle a ses limites. Clairement, je reçois des mails de personnes qui font de la musique, qui font du graphisme, etc., qui me disent « je pourrais t'aider à améliorer ça ». Clairement, il y aurait moyen de faire mieux dans énormément de domaines, mais j'ai ni les moyens ni l'envie. C'est ma manière de faire des vidéos. Voilà, sur la chaîne, peut-être un dernier point rapidement. J'ai juste une petite question sur comment vous, aujourd'hui, vous voyez la chaîne. Qu'est-ce que vous voudriez améliorer? Quelles sont les choses qui, peut-être, au bout de 3-4 ans bientôt de vidéos, vous saoulent, que vous aimeriez peut-être que je modernise, que je dynamise? Il y a plein d'améliorations, peut-être toutes simples, toutes bêtes, que je peux faire. Et là-dessus, j'attends évidemment vos retours. Je dis ça parce que peut-être sur les derniers mois, j'ai noté un petit vieillissement de la chaîne, peut-être une petite lassitude. De votre côté, je pose la question. Dans les chiffres, ça se voit un petit peu, malgré tout c'est à nuancer puisqu'on n'a pas été aidé par la saison qui n'est pas folle, et donc forcément sur la fin, au 22e des prix, il y a forcément moins de vues. Je ne sais pas, plus voilà, l'aspect de la chaîne qui est pas sexy, donc il va moins chercher des nouveaux abonnés peut-être. Donc je vous pose la question, et lassitude de moi un peu peut-être, oui, sur ces derniers mois, j'avoue que j'ai un peu plus de mal par moment à regarder mes vidéos, à retourner voir les commentaires, parce que je me dis mince, les gens vont peut-être trouver ça un peu mal fait, un peu vieux, un peu amateur par moment, voilà. Alors que maintenant, au bout de 4 ans, je suis peut-être censé, surtout quand on voit l'évolution de YouTube, prendre du galon, faire des choses un peu plus quali. Quand on regarde les vidéos que je fais aujourd'hui, je faisais les mêmes dans la forme il y a 2 ans. Est-ce que c'est un problème? Je sais pas. En tout cas, peut-être qu'il faut que je me modernise et je me réinvente un petit peu là dans les prochains mois, sur la prochaine saison. Je sais pas. Après, comme je l'ai dit, c'est dur. J'ai pas forcément les moyens de faire mieux, autre chose. Mais il y a peut-être des petites pistes d'amélioration rapides qui peuvent être faites. Voilà, on va clôturer cette partie sur la chaîne. Simplement, une nouvelle fois, en rappelant que je suis extrêmement heureux de cette chaîne, que c'est le meilleur truc que j'ai jamais créé dans ma vie et que j'en suis extrêmement fier. Voilà, on finit pas sur un mot négatif. Clairement, c'est extrêmement positif. Allez, on passe à ce qui fait qu'on est là, qu'on est tous là sur cette chaîne, c'est la F1, et oui, tout de même, enfin, la saison 2023 de Formule 1 qui vient de s'écouler. Essayons de faire une petite pause, un petit bilan. On a fait les 10 bilans des 10 équipes. Essayons de voir de manière générale, je vais découper ça en 3 parties. D'abord, un petit peu ce qui va rester ou ne pas rester dans l'histoire avec cette saison. Puis ensuite, une partie sur les points positifs qu'on peut apporter à la F1 d'aujourd'hui et les points négatifs. Vous verrez qu'il y a pas mal de choses à dire. Je vais essayer de développer sans être trop long. Déjà, du côté un peu général, ce qu'on a déjà oublié cette saison, des petits points comme ça. Nyck de Vries a roulé cette saison en Formule 1, on l'a déjà oublié. Pour moi, il est l'illustration d'à quel point la F1 peut être dure, peut être violente. Bon, lui aussi n'était pas forcément vraiment au niveau, d'à quel point aussi les formules de promotion peuvent parfois être trompeuses, que le décalage entre F1 et F2, parfois sur les années, peut faire du mal. Voilà, Nyck de Vries est déjà parti, ça montre à quel point l'histoire de la F1 va vite. Aussi cette saison, on n'a pas eu le Grand Prix d'Imola, et oui, il a été inondé, on n'a pas pu y courir, ça on l'a quasiment déjà oublié, ce qui montre que finalement ce Grand Prix, ce calendrier est déjà trop chargé, mais c'est un sujet sur lequel évidemment on a déjà parlé et qu'on aura l'occasion de réévoquer prochainement. Les courses sprint aussi, on les a déjà finalement oubliées, restera celle du Qatar pour des raisons d'un jeune vainqueur dont on va parler, mais voilà, les sprints maintenant, en F1 c'est devenu banal. D'un côté, c'est pas plus mal parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas choquants, ils ne sont pas dénaturants. Voilà, quand il y a un sprint, c'est ok. Mais d'un autre côté, ça veut aussi dire qu'ils ont raté leur objectif principal qui était un petit peu de dynamiser, de révolutionner la F1. Les sprints, voilà, maintenant tout le monde s'en fiche, clairement. On l'a déjà oublié, c'est aussi Sébastien Vettel. Alors évidemment, on l'adore. Voilà, Seb, dès qu'il est sur un circuit, c'était le cas à Suzuka, ça fait des photos magnifiques. On l'adore. Mais je veux dire, sportivement, comme un petit peu je le pressentais l'hiver dernier, on n'a pas manqué de Sébastien Vettel. Je pense clairement qu'il était arrivé à la fin de son parcours en Formule 1 et que finalement, la F1 sans lui, il n'y a pas eu vraiment de différence cette saison. Il y a quelques saisons, il était encore très fort. Là, il ne l'est plus. C'est aussi pour ça que les rumeurs d'un éventuel retour, parfois, me laissent un peu perplexe. Je ne sais pas si ce serait une bonne chose. Mais voilà, je pense qu'on l'a un peu déjà oublié sportivement parce que Sébastien Vettel, finalement, avait donné à la F1 tout ce qu'il avait à donner. Vous me direz ce que vous en pensez. On l'a oublié aussi, le mercato. Parce que cette saison, il n'y en a littéralement pas eu, que des prolongations, il n'y a pas de changement sur la grille. Alors, c'est la première fois de l'histoire, oui mais pas vraiment, parce que la grille du début de saison 2023, à cause de Vries, n'est pas la même que celle du début de saison 2024.
parce que Ricciardo est revenu. Donc ça, forcément, c'est le changement, mais concrètement, il n'y a pas eu de mercato cette saison, ce qui nous laisse présager un très bon mercato pour l'an prochain. Évidemment, ce sera un des sujets de l'hiver. Petite dernière chose qu'on a déjà oublié, vous me citerez les vôtres dans les commentaires, je vous invite à le faire. La polémique sur le duo franco-français Gasly-Ocon, voilà, c'était le sujet de l'hiver dernier, la discorde, etc. Les gars, il ne s'est rien passé, clairement, c'était sûr. C'était une évidence que ça allait évidemment bien se passer, puisqu'aucun des deux ne pouvait se permettre de faire n'importe quoi. On pourrait parler de ce duo dans plein d'aspects, mais rappelez-vous que l'hiver dernier, c'était l'un des sujets numéro 1. Est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce que ça va clasher chez Alpine? Pas du tout, pas du tout. Et donc, qu'est-ce qu'on retiendra au général, au global de cette saison 2023, quand on se postera dans 10, dans 15 ans, dans 20 ans? Évidemment, on retiendra les records de Red Bull et de Verstappen qui, sur l'instant, nous ont peut-être parfois saoulés, dégoûtés, frustrés. Ça dépend aussi de qui on est fan et de comment on regarde la Formule 1. Mais c'est des choses qui resteront à jamais. 21 victoires sur 22, les records de Verstappen de cette saison, c'est inouï. On a marqué l'histoire comme jamais cette saison. C'est pas forcément la manière dont on aurait voulu la marquer, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Des records qu'on a envie de qualifier d'imbattables. Alors évidemment, les records sont faits pour être battus. Il n'y a pas plus vrai que cette phrase-là. Malgré tout, ceux-là sont quand même costauds et en l'état, aujourd'hui, sont imbattables. Donc clairement, on retiendra ça. Dans 20 ans, on reparlera de cette saison. Statistiquement, quand dans 15 ans, 30 ans, il y aura Franco Morbidelli Junior, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, premier mot, aucune idée. Quand ce pilote-là, qui sera du coup le fils de Franco Morbidelli, mais qui fera de la F1, gagnera 19 Grands Prix dans la saison, on parlera du record de Verstappen établi en 2023. Donc voilà, c'est une année qui restera marquée pour ça. À voir quelle suite Red Bull et Verstappen vont y donner. Est-ce que c'est le milieu, la fin, le début de cette domination? On ne sait pas. Ça aussi, ça comptera à la fin. 2023 aussi, on retiendra l'éclosion d'Oscar Piastri. Alors j'ai beaucoup, pas critiqué, c'est pas le mot, mais on va dire remis en contexte sa saison que je trouve embellie par les commentaires. En vrai, elle est plus critiquable que ça. Malgré tout, ce qu'on retient sur le long terme, c'est des images, c'est des tendances. Et clairement, première saison de Piastri, il n'a pas déçu, loin de là. Et il a fabriqué des images très fortes. Les tours menés dans le sprint à Spa devant Verstappen, la victoire dans le sprint du Qatar devant Verstappen le jour où il est champion. Ce caractère, ce personnage un petit peu à part, ces quelques tweets, etc. Oscar Piastri a débarqué en 2023 en F1. Il a marqué son empreinte, il a un peu marqué les esprits. Et s'il devient un grand champion comme il est appelé à l'être, on se souviendra de 2023 comme l'année de son éclosion, à la manière des débuts de Verstappen, des débuts d'Hamilton. Voilà. Ça, je pense que c'est une des choses qui, à terme, restera de 2023, les prémices du potentiel grand Piastri. Sinon, j'ai 4 autres petites choses un peu rapides qui resteront sûrement de cette saison. Le retour de Vegas avec tout ce qui s'y est passé. Il n'y a pas forcément que du positif, mais on est retourné à Vegas. C'est le symbole de cette nouvelle ère de la F1. Je pense que ça c'est une date qui restera. Le Grand Prix de Singapour aussi peut-être restera. Je ne sais pas si c'est le meilleur de l'année en termes de qualité. On peut citer Zandvoort, peut-être Monaco, des Grands Prix comme ça un petit peu quand on survole. Malgré tout, pour ce qui est passé, pour la dramaturgie, pour la fin de course, peut-être que Singapour restera une de ces courses dont on se souvient dans l'histoire. Une image aussi, moi, qui m'a marqué quand je repense à 2023, notamment au début, c'est Alonso en vert sur les podiums à 41, 42 ans. Je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui nous marquera. Et enfin, je l'ai noté comme ça parce que quand même, c'est fou. L'arrêt au stand record de tous les temps, 1 seconde 80, McLaren au Qatar. C'est un détail, évidemment, mais pas tant que ça. C'est fou qu'on soit réduit à des arrêts aussi rapides. Et quand on ressortira les chiffres ou quand il sera battu, on se souviendra de Qatar 2023, McLaren, 1 seconde, 0.8. C'est fou. Allez, restons dans le positif avec justement les points positifs de la F1 de 2023, de la F1 d'aujourd'hui. J'en ai trouvé, il y a des points négatifs évidemment, on y viendra, mais il y a des points positifs. Déjà, je constate moins d'inégalités entre les équipes, moins de fossés, avec les premiers effets long terme, moyen terme du budget capé. On voit que les plus petits aujourd'hui ne sont plus autant à la ramasse financièrement, structurellement qu'ils l'étaient avant face aux gros. Personne ne peut débarquer aujourd'hui, mettre 2 milliards sur la table et plier la concurrence. Ça veut dire que ceux qui vont s'en sortir, c'est évidemment les écuries qui sont encore aujourd'hui les plus dotées en ressources, que ce soit financières ou humaines, clairement en termes de qualité. Mais quand même, pour gagner aujourd'hui en F1, il faut être meilleur que les autres vraiment, et non plus seulement plus riche. Et on voit que certains, intelligemment, peuvent s'en sortir. Une fois qu'on atteint la limite du budget cap, on est un peu plus égaux. Donc ça, je note qu'en F1, aujourd'hui, on tend vers le bon sens là-dessus. Sinon, pour moi, le gros
point positif de cette saison, de cette F1 d'aujourd'hui, c'est le plateau qui est ultra serré. Évidemment, Red Bull et Verstappen nous ont un peu gâché la fête là-dessus et font effet trompe-l'œil parce que 21 des 22 victoires de la saison ont été remportées par la même équipe et 18 par le même pilote. Donc c'est un petit peu contradictoire que de venir dire que ça n'a jamais été autant serré. Pourtant, c'est le cas. Les qualifs sont absolument dingues. Ça se joue pour des millièmes aujourd'hui. Une Mercedes peut sortir en Q1, en Q2. C'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment dingue et fabuleux à regarder. Les meilleurs pilotes font vraiment la différence là-dessus. Et 2 dixièmes te coûtent 5 places quand il y a 2 ans, ça t'en coûtait peut-être même pas une. Donc ça, c'est fabuleux. Finalement, quand on regarde la Red Bull de cette saison, c'est une des meilleures voitures jamais construites dans l'histoire. Eh bien, elle a mis finalement peu de tours aux pilotes. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les pilotes du top 10 sont tous dans le tour du leader. Il y a 2, 3, 4, 5 ans, sous l'ère Mercedes, encore plus sous l'ère Ferrari, encore plus sous l'ère McLaren d'avant. Je veux dire, il y avait parfois que 4, 5, 6 pilotes, voire même parfois que Senna et Prost, qui étaient dans le tour du vainqueur. Aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait une Haas qui soit à la ramasse, comme on le dit partout, et qu'on ait en face une des Red Bull les plus dominantes de tous les temps, la Haas, quand elle prend un tour, c'est de pas beaucoup, quoi. Donc au final, quelque part, ça prouve que ça n'a jamais été aussi serré. Et évidemment, ce qui est le plus génial aujourd'hui, c'est quand on voit de la P2 à la P7, comment c'est serré, comment ça joue à la stratégie, à des détails. Voilà. Ça, c'est ultra positif. La F1 d'aujourd'hui est plus serrée, peut-être plus serrée que jamais. On ne le voit pas forcément dans les chiffres, dans les grandes images, mais c'est une réalité qu'il faut voir et qui est extrêmement positive. Aussi, je pense qu'on a aujourd'hui des top pilotes comme rarement on en a eu en Formule 1. 18 des 20 pilotes sont les meilleurs du monde et en tout cas, on trouverait difficilement mieux. Ça, c'est bien mieux qu'à l'époque et je pense que c'est aussi une des conséquences du budget de cap qui fait que les pilotes payants, c'est bien, mais une fois qu'ils cassent, ils coûtent de l'argent. Donc au final, est-ce qu'ils rapportent ou est-ce qu'ils font perdre? C'est une certaine question qu'il faut prendre en compte. Alors oui, il y a toujours 2-3 tâches, certains rookies qui font pas totalement la maille, certains pilotes qui sont plus là par rapport à certaines qualités que d'autres, etc. Évidemment, Lance Stroll, Guan Yu Zhou, si on était vraiment factuel, on prendrait d'autres jeunes. Il y a aussi peut-être un sujet sur la montée des jeunes qui se fait pas assez efficacement, c'est clair, mais aujourd'hui, la grille, quand on parle en toute l'histoire de la Formule 1, elle a rarement été aussi bonne. Et surtout avec un paquet de têtes aussi excitant. Verstappen, Leclerc, Russell, il y a encore les Hamilton, il y a encore les Alonso, il y a la nouvelle garde, même des Ocon et des Gasly par exemple, qu'on mettrait peut-être pas dans les paquets des 4-5 meilleurs, sont des pilotes d'une qualité exceptionnelle. Malheureusement, Verstappen nous écrase tout et on n'a pas encore la bataille royale entre la nouvelle génération qu'on espère. Mais franchement, la qualité des pilotes d'aujourd'hui, c'est une énorme satisfaction. Et enfin, j'ai noté le contenu, la data qu'on a à dispo, nous, en tant que spectateurs. Aujourd'hui, par rapport au Grand Prix, même entre les Grands Prix, on peut tout voir, on peut tout savoir, on peut tout analyser. Je veux dire, on peut en 2 clics trouver les données du Tour 37 de Leclerc à Las Vegas, par exemple. La télémétrie, son freinage, c'est exceptionnel. Parfois, ça crée du trop. Évidemment, c'est des chiffres à prendre en mesure, je veux dire, on peut les tourner un peu dans un sens, il faut savoir les analyser, c'est pas facile, on voit des dérives, on voit des surinterprétations, c'est clair, mais aujourd'hui, en tant que fan de Formule 1, on n'a jamais eu autant de choses pour être rassasié quand il y a 15 ans, quand j'ai commencé à suivre. Si tu ratais l'heure du départ sur TF1, c'était fini pour ton week-end de Formule 1. Aujourd'hui, tu peux manger tout le temps, avec en plus des créateurs de contenu dans tous les sens, de tout type, qui parlent de toutes choses, sur tout type de réseau, tout type de format. Voilà, ça crée une diversité, une richesse de Formule 1 aujourd'hui, qui parfois crée un trop-plein, une overdose. Mais il faut les picorer, il faut aller chercher ce qu'on veut voir, ce qu'on veut lire, ce qu'on aime entendre. Mais aujourd'hui, on n'a jamais été autant servi. Donc ça, forcément, c'est un énorme point positif. La F1 vit plus que jamais. Passons maintenant au point négatif de la F1 aujourd'hui, et en vrai il y en a quand même pas mal, à commencer par le manque de diversité au niveau des victoires. Alors, on a beau dire ce qu'on veut, avoir le même gars qui gagne 19 fois, la même équipe 21, c'est dur d'un point de vue spectateur global, général. Ça dépend comment on regarde la F1, moi je la regarde d'un point de vue plus journalistique que spectateur, que kiffeur on va dire. Donc forcément ça m'impacte moins parce que moi j'analyse, donc j'ai pas d'avis à émettre sur la qualité du spectacle qu'on voit en tout cas au quotidien. Malgré tout voilà, c'est clair que ça crée une redondance qui n'est pas bonne sur le long terme, ça crée un manque de suspense, ça crée un manque de rebondissement et je pense que ça a commencé à créer une baisse de hype. Je le constate dans les chiffres des vues, dans les commentaires, je le constate dans mes proches qui peut-être comparé il y a 2-3 ans sont moins intéressés, m'en parlent moins, commencent à émettre quelques critiques alors qu'il y a 2 ans ils étaient tout feu tout flamme en découvrant la Formule 1 et cette saison de fou qu'on avait eue. Forcément aujourd'hui ça crée un danger puisque la conversion des nouveaux fans en fans totaux, en fans
à vie, elle est aujourd'hui en danger parce qu'on a attiré des gens, mais forcément c'est un public qui peut-être va moins dans le détail, et même le public qui va dans le détail est saoulé. Je vois des personnes qui suivent la F1 depuis 30 ans, 20 ans, qui pour diverses raisons en ont marre. Il y a aujourd'hui, je pense, un grand danger. La F1 est en train de perdre une partie de son réservoir de fans. Et je pense qu'une grande raison de ça, c'est ce côté, il y aura la question aussi de l'argent, du côté où le sport passe au second plan, mais il y a aussi cette question du fait que malheureusement, on a une redondance. Et c'est pas bon sur le long terme, même si c'est finalement l'histoire de la Formule 1. Ça va avec, je trouve, le manque de rebondissement, mais là je serais plus au cas par cas, j'ai envie de dire dans les Grands Prix. Cette saison, on a manqué de Grands Prix mémorables. De quel banger vraiment va-t-on se rappeler dans 10 ans, dans 15 ans? Peut-être Singapour, peut-être Zandvoort, même si au final, il y a un manque de grosses dingueries. Et franchement, c'est ça, sur le long terme, qui fait nos souvenirs, qui fait notre attachement à la Formule 1. On se rappelle du Grand Prix du Canada 2012, on se rappelle du Grand Prix de Malaisie 2002, où il y avait une dinguerie. On se rappelle de la première saison d'un tel ou d'un tel, parce qu'il y avait eu tel fait, d'une victoire anonyme de Trulli à Monaco en telle année, parce que voilà, il s'était passé ça. C'est des faits comme ça qui font que sur le long terme, on a des souvenirs, on a de la mélancolie. Est-ce qu'on gardera beaucoup de souvenirs forts, concrets de cette saison et de mélancolie? Pas certain. Pas certain, et ça je pense que c'est quand même un gros point noir. Même quand on regarde 2020 ou 2021, 2020 ou 2019, pardon, des saisons qui avaient été aussi assez dominées, 2020, beaucoup des Grands Prix étaient des bangers. Donc on s'en souvient, Monza, enfin, voilà, il y en a des dizaines à citer. Il s'était passé des choses folles dans les Grands Prix pour les positions les plus hautes. On en a trop manqué en 2023 et il ne faudrait pas qu'on en manque sur le long terme, ça fait mal. Aussi cette saison, on a commencé à voir apparaître pour de bon les vrais points noirs, les vrais trous noirs, les vrais manquements du nouveau règlement imposé au début de la saison 2022. Bon déjà, on a encore quelqu'un qui est au-dessus du lot. C'était pas ce qui était prévu, on voulait le fameux Royal Rumble entre toutes les équipes, des voitures quasiment pareilles, identiques pour que tout le monde puisse se battre à armes égales. On constate, c'est vrai, qu'il y a un resserrement clair des performances, il ne faut pas l'oublier. Malgré tout, pas de manque de bol aussi, on se retrouve avec encore une domination et même la plus grande statistiquement de tous les temps. Donc ça forcément c'est un gros point noir pour ce nouveau règlement. Il y a aussi le fait que le budget de cap certes a permis plus d'égalité, mais en fait empêche certaines équipes de rattraper les plus fortes, puisque du coup tout le monde dépense pareil. On peut rarement, difficilement refaire son retard. Il y a aussi un retour de l'air sale, du dirty air, qui gêne les voitures, qui fait qu'elles retrouvent certains des défauts qu'avaient les voitures d'avant. Elles sont encore évidemment trop longues, trop larges, trop lourdes. Ça, c'est un problème qu'on répétera toujours. On assiste aussi à des batailles peut-être de moins en moins qualitatives. Sans le DRS, encore une fois, on ne ferait rien. Est-ce qu'on voit vraiment si souvent que ça des pilotes préférer l'attaque plutôt que la gestion? Est-ce qu'on voit aussi souvent que ça des batailles qui durent plusieurs tours? C'est le cas quand il y a des grandes lignes droites, Bahreïn, Vegas, mais sinon sur les circuits un peu plus classiques, on retrouve pas mal des défauts qu'avait la génération d'avant. Disons que on n'y est pas encore pour 2022, pour la réglementation 2022, et c'est un vrai risque pour la Formule 1 parce que ça fait déjà 2 saisons et on voit pas vraiment tous les effets. Je dis attention, il ne faut pas perdre espoir maintenant, il y a vraiment de très bonnes choses qui méritent qu'on attende encore parce que vraiment il y a de l'évolution. Mais on est forcé aujourd'hui de dire que 2024, ça va être un point d'inflexion pour cette réglementation, pour cette F1 moderne. Si ça ne marche pas, je pense peut-être qu'il faudra faire des changements. Est-ce qu'il faut attendre 2026 coûte que coûte? Je ne sais pas, mais en tout cas pour moi c'est le gros truc à surveiller. Le règlement 2022 joue une grande partie de sa crédibilité en 2024. Autre point négatif peut-être pour moi le plus grave, le plus important aussi aujourd'hui, celui qui mériterait on s'y attarde le plus longuement, peut-être faudra le faire dans une vidéo, mais c'est un sujet extrêmement complexe. C'est la guerre, la nouvelle guerre qu'on assiste aujourd'hui entre la FIA, qui est la société, l'organisation de ce sport qu'est la F1, et la FOM, qui est la société qui est détentrice de ses droits commerciaux, de son image en quelque sorte. Voilà. Il y a une guerre de pouvoir, il y a une guerre d'argent, il y a une guerre d'influence, et on constate clairement dans tous les exemples qu'on a aujourd'hui que cette guerre, c'est la FIA qui est en train de la perdre, et c'est pas forcément réjouissant. La FIA a de moins en moins de pouvoir. Mohamed Ben Sulayem, qui est pourtant un président qui je trouve a de bonnes intentions, souvent n'arrive pas à les appliquer. Et clairement, aujourd'hui, dans pas mal de sujets, il a été désavoué, même laissé de côté. Et je trouve que c'est pas positif quand un sport est en train d'échapper à l'instance qui est censée le gérer. Ça va créer des décisions qui vont un petit peu à contresens de ce qu'on devrait faire pour l'améliorer. Ça va créer des distensions, des guerres de pouvoir. Ça peut créer aussi des situations non pas
peut-être pas aller jusqu'à la corruption, mais de sorte de conflit d'intérêts un petit peu. Donc voilà, c'est pas bon quand c'est une société commerciale privée qui aujourd'hui a le sport dans sa main. Elle l'a parce que c'est elle qui a l'argent et qui a les équipes de son côté. Donc ça, c'est problématique. On peut prendre l'exemple ne serait-ce que d'Andretti pour montrer à quel point aujourd'hui ça atteint des sommets à la fois graves, préoccupants et ridicules. La FIA, qui est quand même la société qui gère, organise le championnat de Formule 1, dit « J'ouvre une candidature pour de nouvelles équipes. On va avoir de nouvelles équipes en F1. » Une équipe répond complètement à ces critères, est validée par l'instance, mais n'entre pas en Formule 1, car pour l'instant, la société commerciale et les équipes cherchent comment ne pas perdre, ou en tout cas gagner le maximum d'argent sur cette affaire. Donc ça, quand même, pour moi, c'est l'exemple ultime de cette saison qui montre qu'on marche sur la tête et qu'on ne va pas au-devant de choses très réjouissantes sur ce sujet-là. C'est lourd, quoi. On peut prendre l'exemple par exemple de Toto à Las Vegas qui refuse de critiquer l'événement de la bouche d'égout parce qu'il est lui-même pas neutre dans l'affaire vu qu'il a des parts dans telle chose et que Mercedes est coté en bourse et machin. Enfin, vous voyez, ça dépasse le cadre du sport et je trouve que c'est rarement, voire jamais, pour de bonnes raisons, de bonnes choses positives pour la F1 à l'arrivée. Et quelque part, le sport passe un peu souvent au second plan avec toutes ces histoires. Ça pollue la vie de la F1, à la fois dans la consommation de la F1, mais aussi dans son évolution. Je trouve vraiment que c'est un des gros points négatifs et ça s'est clairement accentué cette année. Ça aussi, il faudra surveiller en 2024. Il y a une espèce de début de guerre, de début d'ingérence et je ne sais pas où ça va nous mener. Est-ce que ça peut mener à cette fameuse scission? Les équipes quitteraient la F1 pour aller créer leur propre championnat, qui est finalement une menace aussi vieille que la F1, même qui date d'un peu avant. Bref, je ne sais pas si on en arrivera là, mais c'est clair qu'il y a un risque aujourd'hui et qu'il y a une escalade en 2023, clairement. Voilà, comme j'ai dit, c'est un sujet ultra complexe, il faudrait aller dans les profondeurs, faire une longue vidéo et encore, j'aurai pas toutes les infos, tous les détails, tous les coulisses, toutes les intentions des différentes personnes, c'est très compliqué. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que le point d'achoppement, la date butoir à surveiller, c'est les décisions, les négociations autour des prochains accords Concorde qui vont dicter la Formule 1 de demain. Il y a tellement d'enjeux qui rentrent en compte que c'est autour de ça que tout va se cristalliser. Il faut attendre de voir ce qui se passe. Mais à l'instant T, j'avoue que je ne suis pas optimiste et que je suis un petit peu dégoûté par tous ces sujets autour de ça. Sinon, le dernier point négatif, parce que je pense que cette partie doit commencer à être assez longue, c'est évidemment, on l'a tous constaté, on a pu le documenter depuis plusieurs saisons. J'ai fait plusieurs sujets sur différents thèmes, mais finalement qui reviennent à la même chose. On a une accélération du sport-spectacle qui pour moi n'est pas quelque chose de positif. Voilà. Je prends la Formule 1 comme une compétition sportive et non pas comme un spectacle. Je ne suis pas dupe, il y a des droits télé, je travaille moi-même chez le diffuseur français de la Formule 1, donc c'est peut-être un peu contradictoire de penser comme ça. Il y a des droits TV, il y a de l'argent à faire, évidemment qu'il faut divertir les gens avec la F1, sinon ils ne la regarderaient pas, c'est une évidence. Il y a un balancier à faire, il y a des concessions à faire, mais clairement depuis quelques saisons, on voit que la balance, elle est déséquilibrée dans le sens du spectacle, dans le sens de l'argent, clairement, ne nous mentons pas. Vegas en a été l'illustration, mais on pourrait citer tellement d'autres décisions, tellement d'absurdités qui sont passées encore cette saison, qui montrent que le sport, la sécurité, la compétition passent au second plan, au devant d'arguments économiques, d'arguments d'image, d'arguments financiers. La F1 d'aujourd'hui vend de l'image, vend un produit, et malheureusement, la balance, je l'ai dit, elle est trop déséquilibrée. Surtout, je trouve qu'aujourd'hui, la F1 se vend trop, et ça fait de l'overdose. Je pense que la stratégie marketing aujourd'hui va un peu trop loin et du coup commence parfois à être contre-productive. Par moments même on a du manque de respect, clairement. On voit que finalement les personnes qui sont aux instances, qui dirigent, qui ont l'argent, qui vont vers l'argent, vers les pays qui ont l'argent, au détriment parfois de certaines morales, de certaines choses, même si c'est un sujet évidemment beaucoup plus complexe que ça. Par moments on voit que ces personnes-là, elles ont plus rien à faire en fait. Il y a quelques années, on avait encore une certaine retenue, on gardait certains circuits historiques, on essayait de pas froisser telle et telle personne. Là, on constate quand même que de plus en plus, on n'en a plus rien à faire. On y va, hein. C'est pas grave, on aura bientôt un Grand Prix à New York, à Madrid, un machin dans toutes les villes. C'est pas grave, on s'en fiche, on accélère, on accélère. Quelque part, on se coupe un peu de plus en plus de la base. Et je le vois dans les commentaires, je le vois à travers d'autres créateurs, etc., des historiques qui aiment la Formule 1 depuis très longtemps. Il y a un dégoût qui s'installe dans la base historique. Et je pense que sur le long terme, on sera perdant avec cette stratégie, je le redis. Donc malheureusement, attention. Et ça, malheureusement aussi, c'est la dérive de la prise de pouvoir de la FOM, clairement, qui va dans son sens, qui est vraiment tournée vers ce marketing-là. Et je pense que c'est pas toujours productif pour la F1.
Allez, dernière partie de cette vidéo, l'avenir 2024. Avant ça, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me donner les choses que vous avez déjà oubliées de cette saison, les choses que l'on retiendra, les points positifs, les points négatifs de la F1 d'aujourd'hui. Allons-y, c'est la fin de saison, la fin d'année, le moment du bilan. Et ensuite, on va passer à l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire en 2024? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je prévois? C'est maintenant. Alors en vrai, j'ai pas de plan. Je le dis depuis le début de la chaîne, j'en ai jamais eu. Quand j'ai ouvert la chaîne, j'avais pas le plan de devenir youtubeur à plein temps, d'avoir des revenus avec ça. Je voulais juste faire quelques vidéos et voir. J'en avais 7 d'écrits, je les ai tournés et après, depuis, c'est du flux tendu. Les idées viennent de semaine en semaine, j'écris. En 2 jours, la vidéo est écrite, tournée, montée. C'est l'ADN de la chaîne, donc j'ai pas de plan long terme. J'en ai aucun. Déjà parce que moi personnellement, à titre personnel, dans ma manière de faire, je manque d'une vision long terme, mais aussi parce qu'avec le temps que j'ai à disposition, avec les moyens que j'ai à disposition, avec tout ce qui se passe, comment mon programme, ma vie est structurée, c'est difficile de se projeter sur des projets long terme. Je ne suis pas assez gros comme youtubeur pour avoir un local, prévoir telle chose dans tant de mois. Moi, je suis sur l'actualité F1. Donc c'est plus du flux tendu. Donc sur le long terme, voilà, on va continuer ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense qu'il y a une envie finalement de rester assez naturel sur la chaîne. Et d'ailleurs, ça me permet un peu de préciser, c'est une chose que j'ai déjà dit, mais dans le fond, je me sens pas totalement youtubeur. Alors je le suis de fait, puisque je fais des vidéos sur YouTube de manière régulière, professionnel, en tout cas semi-professionnel, qui me génère un revenu. Donc je suis youtubeur clairement, mais je me vois plus comme un journaliste sur YouTube. Ça se voit dans mon approche, dans mon ton, dans ma manière de faire des vidéos. Je pense que ça se sent clairement. D'un côté, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être ce qui me bloque et m'empêche d'aller chercher plus haut, puisque je corresponds peut-être moins à certains critères de la plateforme. Je ne suis pas un créateur YouTube de base en 2023-2024, je pense pas, mais d'un autre côté, c'est aussi ce qui donne l'ADN de la chaîne. Voilà, je pense que c'est ce paradoxe-là. Je manque de certains trucs, mais ça me donne une différence. Après voilà, peut-être que l'une des choses que j'ai envie de faire en 2024, c'est de devenir un peu plus youtubeur, avoir des sujets, avoir des miniatures, avoir un montage un peu plus sexy, être un peu plus accrocheur, aller chercher plus de public. C'est pas ma priorité, mais c'est peut-être un truc que je me dois de faire pour moderniser la chaîne, on en revient à ça. Évidemment, sans perdre l'ADN de la chaîne qui est vraiment le truc central. Il y aura les prix, il y aura les analyses, il y aura les pré-prix, il y aura des sujets hors série, il y aura cet hiver plein de sujets que j'ai envie d'aborder pour lancer vers 2024. Il y aura encore les notes dans les déprix cette saison. J'essaierai d'offrir un barème plus clair parce que autant c'est l'ADN, c'est très bien, mais parfois c'est un peu flou. Bref, voilà, j'irai voir sûrement les amis des pistonnés de temps en temps. J'essaierai de faire des vidéos un peu plus hors thème, d'inviter des gens peut-être aussi de faire plus de vertical sur Instagram. J'ai lancé aussi un compte TikTok que j'alimente pas du tout. Voilà. On va continuer le plan de base, pas de révolution clairement. Après voilà, c'est aussi dur de se projeter puisque la vie va vite, la vie évolue. J'ai un contexte aujourd'hui qui fait que je peux continuer de faire autant de vidéos, que je peux continuer de les faire même tout court. Peut-être que dans 2 mois, 6 mois, il va se passer des choses professionnellement, personnellement, qui vont faire que j'aurai moins de temps. C'est l'évolution. Je ne projette pas du tout la chaîne dans le moyen long terme. Peut-être qu'elle s'arrêtera dans 6 mois, dans 7 ans. Je ne sais pas. Franchement, je n'ai aucun plan. Donc c'est cool parce que ça veut dire qu'on vit au jour le jour, qu'on s'éclate. Ça me bloque parfois. Mais voilà, la chaîne, elle en est là aujourd'hui. Sinon, j'ai aussi envie, je pense, de parler d'autres sports. Alors, à la fois, évidemment, d'autres sports mécaniques. Le WEC, il y a une énorme saison qui se prépare. Je ne suis pas spécialiste, mais je suis évidemment ça avec un énorme intérêt de très près. Peut-être que j'en parlerai, même si je pense que c'est clairement pas mon credo. Il y a aussi l'IndyCar, il y a le rallye que j'adore. Il y a les catégories encore plus juniors. J'aimerais en faire plus, mais je pense que la F1 est évidemment le cœur de mon sujet. Il y a le MotoGP dans le même style. J'aurais envie de parler de MotoGP, mais je ne sais pas si c'est l'endroit, le lieu. Et je pense qu'une vidéo MotoGP non seulement marcherait moins bien, mais risquerait aussi peut-être de faire partir quelques personnes. Je ne sais pas. Je ne le montre pas sur cette chaîne, mais je suis fan de tout sport. Je passe mon temps à regarder du foot, du biathlon, du tennis. J'adore ça, c'est ma passion, c'est mon quotidien. J'aurais envie, des fois, de parler de tout sport, d'être une sorte de Hugo Décrypte du sport, d'avoir des trucs comme ça où j'en parle tout le temps. Mais je pense que cette chaîne n'est pas le bon endroit. Je ne sais même pas si j'aurai le temps un jour de le faire. Je ne sais pas où, je ne sais pas sous quel format. Bref. Mais voilà, je vous le balance dans ce bilan de fin de saison. Après, évidemment, 2024, j'ai envie d'aller partout. J'ai envie d'aller sur les circuits, j'ai envie d'aller rencontrer des gens, des pilotes, plein de choses. Pour l'instant, vous me connaissez, rien n'est prévu, notamment parce que normalement avec Canal, je travaille les week-ends de Grand Prix, donc
bah, je peux pas me rendre sur place, même si voilà, forcément j'ai des week-ends parfois libres, donc c'est vrai, ce serait organisable, mais ce sera vraiment à voir dans la saison. Je ne sais pas quel Grand Prix je ferai, j'espère en faire au moins 2 peut-être. À voir clairement, aller sur des circuits. Je n'ai rien de programmé sauf une chose, c'est la finale du trophée Andros, 27 janvier, Superbès, on vise le podium, je le répète. Voilà, j'espère que vous suivrez ça de près, mais clairement, pour l'instant, dans mon calendrier 2023, c'est le 2024, pardon, c'est la seule chose qui est cochée. C'est à la fois flippant et génial, parce qu'il y a plein d'opportunités qui vont se créer au fil des mois, des jours et de l'année, quoi. C'est top, c'est ce qui se passe depuis 2-3 ans maintenant. Et allez, petit bonbon, j'ai un projet peut-être un peu surprise, en préparation, c'est pas encore sûr que ça se fasse, mais je suis en discussion pour éventuellement lancer un podcast d'histoire de Formule 1. Je vous en dis pas plus, je vous ai rien dit même, oubliez, mais voilà, c'est peut-être en préparation, vous aurez peut-être des news bientôt, c'est un projet que j'adore, qui est très différent de ce que je fais ici, dans le ton, dans la forme, dans l'écriture, dans les sujets, mais j'adore, donc j'espère que ça verra le jour en 2024, c'est un des objectifs de l'année, clairement. Évoquons aussi Canal+, pour moi c'est le gros truc de ma vie, le truc central, parce que déjà c'est mon travail, donc en termes de temps, etc., c'est le truc central, mais aussi voilà, souhaitant depuis tout petit devenir journaliste sportif et ayant comme sport numéro 1 la Formule 1, être aujourd'hui à Canal, même si j'expliquerai dans quelques instants les détails techniques de ma position, c'est une folie pure, je peux même le dire, sans flagornerie ni rien, je ne sais pas si quelqu'un regarde à Canal, c'est un rêve en fait, c'est clairement un rêve, je ne pensais pas il y a 2 ans me dire ça, aujourd'hui je suis à Canal, c'est une folie pure, je ne sais pas où ça me mènera sur le moyen long terme, là aussi il n'y a pas de plan, vous me connaissez, mais c'est dingue, voilà, c'est dingue d'y être, d'avoir vécu déjà ça, de vivre sûrement d'autres choses avec, c'est une folie. Alors du coup, pour faire un point plus précis, technique, parce que j'en ai jamais vraiment parlé longuement sur la chaîne, à part dans une vidéo il y a bientôt plus d'1 an, je suis entré à Canal en septembre 2022 en alternance, une alternance d'1 an, qui s'est donc terminée en septembre 2023, mais voilà, j'ai continué à travailler avec Canal sur la fin de saison jusque-là en décembre, sous le régime de la pige, pour ceux qui connaissent, c'est un peu l'intérim du journaliste, si on peut dire. Donc je ne suis pas finalement salarié, embauché de Canal, même si on travaille pour ça et on espère que ça se fera à un moment donné. C'est clairement l'immense objectif de ma carrière professionnelle, si on peut dire ça aujourd'hui. Mais voilà un petit peu où j'en suis, c'est vraiment mon taf aujourd'hui. Il n'y a pas encore de programme prédéfini à Canal en 2024, mais évidemment, on va continuer à travailler ensemble d'une manière ou d'une autre, c'est une évidence, et je vous tiendrai au courant à la fois sur les choses visibles, les contenus qu'on pourra faire, les éventuelles apparitions à droite à gauche. D'ailleurs, j'en profite pour le dire là, j'ai bien conscience aujourd'hui que ma position, qu'elle soit professionnelle, personnelle, est une chance, un privilège monstrueux. Alors évidemment, il y a du travail, il y a un travail monstrueux, mais je veux dire, tout le monde, quasiment tout le monde, travaille autant que moi, c'est pas que ça la question, et on a tous du talent, on a tous des qualités, il faut une part de chance, je l'ai eu, j'estime l'avoir, et donc franchement je suis très reconnaissant pour ça, c'est une folie, on pourrait parler au-delà du côté professionnel, YouTube, Canal, de la vie en général, hein, être né ici et non pas dans certains endroits du monde, avoir une position qui fait que je ne souffre pas de maladies, de discrimination, etc. C'est une chance monstrueuse, je pense qu'avec l'actualité de ces dernières années, mais très récente, on le réalise, il y a plein de choses à faire, bref, j'ai un peu divagué là-dessus, mais c'est simplement pour dire que ma position aujourd'hui, elle est dingue, et je suis extrêmement reconnaissant là-dessus, notamment grâce à vous, et là c'est le moment de vous adresser un immense merci, évidemment. Ça paraît rien dit comme ça face caméra, seul dans un champ où il n'y a rien derrière à part ma voiture, mais oui, c'est clair, sans vous, sans les vues que vous m'avez apportées, il n'y aurait pas tout ça, quoi. Je ne sais pas où je serais, je ne sais pas ce que je ferais, ce serait peut-être mieux, ce serait sûrement moins bien, mais voilà, sincèrement un immense merci, parce que tout ce que j'ai aujourd'hui, certes je l'ai construit parce que ça vient d'un travail, mais si ça ne nous avait pas rencontrés, ça ne se serait pas matérialisé, et aujourd'hui il y aurait quasiment rien. Donc franchement, j'ai une chance de dingue, sans vous, sans votre bienveillance, cette aventure inespérée, qui est concrètement la meilleure chose que j'ai fait de ma vie et que je continue à faire tous les jours, n'existerait pas. Voilà, Andros, Canal, aller sur les Grands Prix, merci quoi, merci. J'espère qu'en retour, mes vidéos vous apportent parfois de la joie, parfois du débat, parfois un réconfort, que vous les mettez en faisant votre vaisselle, je ne sais pas comment vous les consommez. Voilà, quand je vous croise, j'aime bien vous poser ces questions-là, savoir quand vous les regardez, qui les regarde, c'est vraiment assez incroyable de se dire qu'il y a un public qui écoute ça, qui réagit, donc franchement, c'est dingue.
Bref, cette vidéo est assez longue, je ne sais pas combien de temps elle fait, je me suis régalé à la tourner en tout cas. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de l'avoir écouté, de vous remercier pour cette saison 2023. Et puis voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël avec quelques jours de retard, une bonne année avec quelques jours d'avance. C'est la dernière vidéo de 2023, mais rassurez-vous, il y en aura plein en 2024, janvier, février. On va faire des previews, on va faire des analyses, on va se poser les grosses questions de l'hiver. Bref, on va faire ce que je préfère faire, planter le décor pour la saison 2024, pour l'avenir. Aujourd'hui, on en est là, on attend ça de la saison prochaine. Est-ce que ça va se réaliser? Le temps nous le dira. Voilà, j'ai des sujets longs, des sujets courts. N'hésitez pas vous aussi à me donner vos sujets que vous voudriez voir abordés sur la chaîne durant l'hiver. Une nouvelle fois, je vous remercie pour tout ça. Et évidemment, c'est la tradition de la chaîne, je ne peux pas vous laisser partir sans une citation d'Enzo Ferrari. Malgré ce décor atypique, j'ai adoré tourner d'ailleurs dans cette garrigue, même si je m'en suis un peu gelé les doigts. Bref, Enzo Ferrari qui nous dit aujourd'hui, attention, je cite, « Celui qui se perd dans sa passion perd un moins que celui qui perd sa passion ». C'est magnifique, c'est l'esprit de la chaîne, c'est vraiment la passion, le sport, on adore ça. Et c'est surtout absolument pas une phrase d'Enzo Ferrari, mais de Saint-Auguste que je viens de trouver sur Google. Bref, bonne fête, et on se revoit en 2024. À bientôt.